Vous connaissez probablement le chiffre 120 mieux que vous ne connaissez votre propre numéro de passeport ou le numéro de téléphone de votre meilleur ami. Pendant des décennies, nous avons été endoctrinés par la conviction que cette combinaison spécifique de chiffres représente l'étalon or absolu de la santé humaine. Elle nous a été présentée comme une sorte de loi biologique immuable et universelle. On nous dit que si le chiffre du haut, sur ce petit écran numérique, affiche 120, nous sommes en sécurité, nous sommes en bonne santé et nous sommes immortels. Cependant, s'il grimpe à 130, 140 ou, Dieu nous en préserve, plus haut, nous sommes instantanément placés dans une zone de danger. Pour des millions de personnes, particulièrement celles qui ont célébré leur 50e, 60e ou 70e anniversaire, ce chiffre prétendument parfait s'est transformé d'une directive médicale en une source d'anxiété chronique et lancinante. Il plane au-dessus de leur tête comme un nuage sombre. Imaginez la scène, une scène qui se déroule probablement dans votre maison ou dans les maisons des personnes que vous aimez chaque matin. Vous vous réveillez en vous sentant parfaitement bien. Vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vos niveaux d'énergie sont décents, vous n'avez pas de mal de tête et le monde semble radieux. Vous vous asseyez à votre table de cuisine, peut-être avec une tasse de thé, et vous faites glisser ce brassard en velcro autour de votre bras. Vous appuyez sur le bouton de démarrage, la machine vrombit et bourdonne, se serrant autour de votre bras, serrant juste un peu trop fort. Vous attendez. Dans ces 30 secondes de silence, votre rythme cardiaque pourrait même s'accélérer un tout petit peu parce que vous anticipez le verdict. Ensuite, le bip retentit. Les chiffres clignotent sur l'écran, 145 sur 85. Immédiatement, la spirale psychologique commence. Le sentiment de bien-être que vous aviez, il y a quelques instants, s'évapore. Vous fixez la machine comme s'il s'agissait d'un ennemi. Vous commencez à vous poser des questions frénétiques. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Mes artères se bougent-elles? Suis-je une bombe à retardement? Suis-je malade? Vous vous sentez soudainement plus lourd, peut-être un peu étourdi ou simplement vaincu. Pourtant, physiquement, absolument rien n'a changé dans votre corps entre le moment précédant la mesure et le moment suivant. La seule chose qui a changé, c'est votre perception. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette anxiété, cette peur du chiffre qui dépasse 120, est basée sur un malentendu fondamental? Que se passerait-il si je vous disais que l'obsession de la communauté médicale à vouloir pousser tout le monde, quel que soit l'âge, vers cet idéal de jeunesse est en réalité dépassé? Considérez la possibilité que votre corps ne fait pas d'erreur. Considérez la possibilité que votre corps fait en réalité exactement ce qu'il doit faire pour vous garder en vie, vigilant et fonctionnel. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de la tension artérielle parfaite. Nous allons explorer pourquoi une lecture parfaite à la trentaine est complètement différente d'une lecture parfaite à la soixantaine-dix, et pourquoi s'accrocher à de vieux chiffres pourrait en réalité vous faire plus de mal que de bien. Nous allons regarder la biologie du vieillissement, non pas comme un échec, mais comme une adaptation. Pour comprendre pourquoi les règles du jeu changent à mesure que nous vieillissons, nous devons cesser de regarder le corps humain comme une machine statique et immuable. Nous ne sommes pas des voitures qui sortent d'une chaîne de montage et dont on attend qu'elles fonctionnent avec exactement les mêmes spécifications pendant 50 ans. Nous sommes des organismes vivants et dynamiques qui s'adaptent constamment à l'environnement et au passage du temps. Le système cardiovasculaire, qui comprend votre cœur et les kilomètres de vaisseaux sanguins parcourant votre corps, subit une métamorphose très naturelle à mesure que nous vieillissons. Utilisons une image très simple et tangible pour expliquer cela. Je veux que vous imaginiez un tuyau d'arrosage tout neuf. Vous venez de l'acheter à la quincaillerie. Il est d'un vert éclatant, brillant et incroyablement flexible. Il sent le caoutchouc frais. Lorsque vous branchez ce tuyau au robinet et que vous ouvrez l'eau, vous pouvez voir le tuyau se dilater légèrement. Il pulse avec la pression. Si vous marchez dessus, il rebondit immédiatement. Il est élastique et complaisant. Il gère la pression de l'eau avec aisance, car ses parois sont douces et souples. C'est exactement à quoi ressemblent vos artères quand vous avez 20 ans. Elles sont souples. Lorsque le cœur pompe une vague de sang, ce qui est la pression systolique, les artères se dilatent pour accueillir ce volume. Maintenant, la pression relativement basse. Maintenant, avancée de 30 ou 40 ans. Pensez à ce même tuyau d'arrosage, mais imaginez qu'il est resté dans le jardin pendant des décennies. Il a cuit sous le chaud soleil d'été, il a gelé pendant les hivers glaciaux et il a été malmené par le vent et la pluie. Il fonctionne toujours, il transporte toujours l'eau du robinet au parterre de fleurs parfaitement bien. Il n'y a pas de fuite. Cependant, le matériau a changé. Il n'est plus doux et caoutchouteux, il est devenu plus ferme, peut-être un peu plus rigide. Si vous essayez de le plier, il résiste. Lorsque vous ouvrez l'eau, le tuyau ne se dilate pas comme il le faisait auparavant. Il a perdu cette élasticité de jeunesse. C'est une analogie presque parfaite de ce qui arrive aux artères humaines. C'est un processus appelé artériosclérose qui est souvent confondu avec l'athérosclérose. L'athérosclérose est l'accumulation de plaques et de cholestérol, ce qui est un processus pathologique. Mais l'artériosclérose est simplement le durcissement des artères au fil du temps.
ce qui arrive à presque tout le monde à un certain degré. Les fibres de collagène et d'élastine dans les parois des vaisseaux changent de structure, elles deviennent plus rigides. Ce n'est pas nécessairement un signe de maladie, c'est un signe de vie. C'est aussi naturel que vos cheveux qui grisonnent ou des ridules apparaissant autour de vos yeux. Alors, qu'arrive-t-il à la physique du flux sanguin quand le tuyau devient plus rigide ? Lorsque votre cœur pompe du sang dans ces vaisseaux plus rigides, les parois ne s'étirent pas autant pour accepter le sang. Parce que les parois ne cèdent pas, la pression à l'intérieur du tube augmente. C'est de la dynamique des fluides simples. Le même volume de liquide entrant dans un tube qui ne s'étire pas entraîne une pression plus élevée. Par conséquent, voir un chiffre systolique plus élevé, le chiffre du haut, sur votre tensiomètre n'est souvent qu'un reflet de ce changement structurel. C'est la réalité mécanique de votre corps, pas nécessairement un échec de votre santé. Cependant, ce raidissement mécanique n'est qu'une partie de l'histoire. Nos corps sont incroyablement intelligents et ils possèdent des systèmes de contrôle interne qui régulent notre pression artérielle minute par minute, seconde par seconde. Ce sont les barorécepteurs. Vous pouvez imaginer les barorécepteurs comme de minuscules capteurs microscopiques situés à l'intérieur des parois de vos artères majeures, spécifiquement dans le cou et près du cœur. Ils agissent exactement comme un thermostat dans votre maison. Chez une personne jeune, ces capteurs sont incroyablement sensibles. Si vous vous levez rapidement, la gravité tire le sang vers vos jambes. La pression chute. Les barorécepteurs détectent cette chute instantanément, en une fraction de seconde, et envoient un signal ultra rapide au cerveau. Le cerveau dit alors au cœur de battre plus vite et au vaisseau de se contracter, faisant remonter la pression pour que vous ne vous évanouissiez pas. C'est une conversation fluide et rapide, comme l'éclair, entre vos vaisseaux et votre cerveau. À mesure que nous vieillissons, tout comme nos yeux pourraient avoir besoin de lunettes de lecture ou que notre ouïe pourrait perdre les hautes fréquences, ces barorécepteurs deviennent un petit peu léthargiques. Ils deviennent moins sensibles. Ils ne réagissent plus avec cette vitesse fulgurante. Ils sont comme un vieux thermostat qui met un certain temps à réaliser que la pièce s'est refroidie. Parce que ces capteurs sont plus lents à réagir au changement, le corps compense en maintenant une pression de base légèrement plus élevée. Il trouve un nouvel équilibre. C'est pourquoi la médecine moderne a commencé à changer de perspective. Pendant longtemps, les médecins ont traité tout le monde selon le principe de la taille unique. Que vous ayez 25 ou 85 ans, l'objectif était 120 carreaux à 20. Mais traiter un patient âgé comme un jeune adulte est scientifiquement erroné. Nous comprenons maintenant que nous devons examiner des plages de référence adaptées à l'âge biologique et à la constitution de l'individu. Il serait absurde de traiter un homme de 75 ans en forme et athlétique qui joue encore au tennis exactement de la même manière qu'un homme de 75 ans qui est fragile, alité et qui lutte contre plusieurs maladies chroniques. Ce principe de l'arrosoir, saupoudrer le même traitement sur tout le monde, est dangereux. La communauté médicale réalise que l'objectif ne devrait pas être un chiffre spécifique sur une page, mais le fonctionnement optimal des organes. Et parfois, un fonctionnement optimal nécessite une pression plus élevée. Approfondissons ce concept de pression nécessaire avec une autre analogie. Nous avons parlé du tuyau d'arrosage, parlons maintenant d'architecture. Imaginez que votre corps est un gratte-ciel. Votre cœur est la pompe à eau située au sous-sol. Son travail est de pomper l'eau, le sang, jusqu'au dernier étage, le penthouse. Dans le corps humain, le penthouse est votre cerveau. C'est le résident le plus important de l'immeuble. Il exige un approvisionnement constant et ininterrompu d'oxygène et de nutriments. Dans un jeune gratte-ciel avec des tuyaux neufs et lisses, la pompe n'a pas à travailler si dur pour faire monter l'eau jusqu'au dernier étage. Mais que se passe-t-il quand le bâtiment vieillit ? Les tuyaux sont un peu plus étroits, peut-être un peu calcifiés et certainement plus rigides. Pour faire monter la même quantité d'eau jusqu'au penthouse contre la gravité et la résistance, la pompe au sous-sol doit travailler plus dur. Elle doit générer plus de pression. Si vous descendiez au sous-sol et réduisiez artificiellement la pression de la pompe au niveau d'un bâtiment neuf, l'eau ne pourrait atteindre que le 10e étage. Le penthouse se retrouverait à sec. C'est exactement ce qui se passe dans le corps vieillissant. Pour de nombreux adultes plus âgés, une pression artérielle systolique comprise entre 130 et 140, ou parfois même légèrement plus élevée, n'est pas une erreur. C'est un mécanisme compensatoire pour s'assurer que le cerveau reçoit suffisamment de sang. C'est crucial pour la fonction cognitive. Si nous abaissons agressivement cette pression avec un cocktail de médicaments pour forcer le chiffre à descendre à 120, nous risquons une sous-perfusion du cerveau. À quoi ressemble la sous-perfusion ? Elle ne ressemble pas toujours à un accident vasculaire cérébral. Elle peut être subtile. Elle peut se manifester par un brouillard cérébral, des oublis, un manque d'énergie ou un sentiment d'être constamment lessivé. Il est de plus en plus prouvé que faire descendre la tension artérielle trop bas chez les personnes âgées peut en réalité accélérer le déclin cognitif car les cellules cérébrales sont chroniquement affamées d'oxygène. Nous sacrifions essentiellement le cerveau pour sauver le chiffre. Bien sûr, nous devons être responsables avec cette information. Je ne suggère pas que nous laissions la tension artérielle s'emballer.
Nous ne devons pas laisser le pendule osciller trop loin dans l'autre direction. Une tension artérielle qui est en permanence trop élevée, se maintenant constamment au-dessus de 160 ou 170, est indéniablement dangereuse. Elle reste le facteur de risque numéro 1 pour des événements catastrophiques comme les AVC hémorragiques, les crises cardiaques et l'insuffisance cardiaque. Elle est également dévastatrice pour les reins. Pensez aux reins comme à des filtres à café délicats. Si vous versez de l'eau à travers un filtre à café doucement, il filtre parfaitement. Si vous le bombardez avec une lance d'incendie à haute pression, vous déchirez le filtre. Une tension artérielle élevée détruit les unités de filtration délicates des reins, menant à la dialyse. Donc l'objectif est un juste milieu, c'est un équilibre. Nous avons besoin d'assez de pression pour irriguer le cerveau, le pentous, mais pas au point de faire éclater les tuyaux ou de détruire les filtres. Cet équilibre est beaucoup plus nuancé que de simplement viser 120. Alors que tout le monde se concentre sur le chiffre du haut, la pression systolique, il y a un acteur silencieux dans ce jeu qui est souvent négligé de manière criminelle, le chiffre du bas ou la pression diastolique. C'est la pression dans vos artères quand votre cœur se repose entre les battements. Beaucoup de gens pensent que le cœur travaille constamment, mais il passe en réalité plus de temps à se reposer qu'à pomper. Cette phase de repos est appelée diastole. Voici un élément critique de physiologie que peu de gens connaissent. Le muscle cardiaque lui-même reçoit son apport sanguin uniquement pendant cette phase de repos. Lorsque le cœur se contracte, systole, la pression est trop élevée pour que le sang coule dans la propre paroi du cœur. C'est seulement quand le cœur se relâche que le sang coule dans les artères coronaires pour nourrir le muscle cardiaque. Par conséquent, la pression diastolique est la force motrice qui nourrit le cœur. Si ce chiffre du bas descend trop bas, disons en dessous de 60 ou 55, cela devient critique. Vous pourriez avoir un chiffre du haut, parfait, de 120, mais si votre chiffre du bas est de 50, votre muscle cardiaque est potentiellement affamé. Il court un marathon sans être autorisé à manger, c'est particulièrement dangereux pour les adultes plus âgés qui pourraient déjà avoir un certain rétrécissement de leurs artères coronaires. Cela nous amène à l'un des risques les plus grands et les plus immédiats auxquels fait face la population âgée. Les chutes. Nous craignons souvent l'AVC qui pourrait arriver dans 10 ans, mais nous ignorons la fracture de la hanche qui pourrait arriver cet après-midi. Lorsque la tension artérielle est traitée trop agressivement, spécifiquement lorsque ce chiffre diastolique est poussé trop bas ou que les médicaments sont trop forts, nous observons une condition appelée hypotension orthostatique. C'est le terme médical pour ce qui se passe quand vous êtes assis dans votre fauteuil préféré en train de regarder la télévision, que la sonnette retentit et que vous bondissez pour répondre. Soudain, le monde tourne. Votre vision devient noire sur les bords, vous vous sentez étourdi. Cela arrive parce que votre tension artérielle était trop basse pour combattre la gravité quand vous vous êtes levé, et pendant quelques secondes, votre cerveau n'a pas reçu assez de sang. Chez une personne plus jeune, elle pourrait vaciller 1 seconde et s'en remettre. Chez un adulte plus âgé, ce moment de vertige mène souvent à une chute. Et nous connaissons tous les statistiques sinistres des chutes au grand âge. Une hanche cassée ou une fracture du fémur à 80 ans est un événement qui change la vie. Cela mène à l'hospitalisation, à la chirurgie, à l'anesthésie qui comporte ses propres risques, à l'immobilité prolongée, à la perte de masse musculaire et souvent à une perte permanente d'indépendance. Beaucoup de gens ne retournent jamais chez eux après une telle chute. Ainsi, lorsqu'un médecin rédige une ordonnance pour un médicament contre la tension artérielle, il s'engage dans un jeu de hasard à enjeux élevés. Il parie le risque d'un AVC potentiel dans des années contre le risque d'une chute aujourd'hui. Pour un patient âgé fragile, prévenir une chute est souvent la priorité la plus élevée. Une tension artérielle légèrement plus élevée qui vous maintient stable sur vos pieds est infiniment préférable à une parfaite tension artérielle basse qui vous envoie au service de traumatologie avec une hanche fracassée. Cela nous amène au concept de la gestion des médicaments dans le corps vieillissant. C'est un sujet qui requiert une prudence et une conscience extrême. À mesure que nous vieillissons, notre métabolisme change. Les organes responsables de la transformation et de l'élimination des médicaments, principalement le foie et les reins, travaillent plus lentement qu'auparavant. Ils perdent en efficacité. Imaginez un tapis roulant qui traite des colis. À la trentaine, ce tapis roulant se déplace rapidement. Vous prenez une pilule, votre corps l'utilise, la décompose et l'élimine. À la 70e année, ce tapis roulant a considérablement ralenti. Si vous continuez à mettre des colis, pilules, sur le tapis à la même vitesse que lorsque vous étiez plus jeune, ils commencent à s'accumuler. Cela signifie que les médicaments restent dans le corps plus longtemps et atteignent des concentrations plus élevées dans le sang. Une dose standard d'un médicament contre la tension artérielle que vous tolériez parfaitement bien quand vous aviez 50 ans pourrait être effectivement une double dose pour votre corps quand vous en avez 75. Elle pourrait être trop toxique ou trop puissante. C'est pourquoi des effets secondaires apparaissent souvent soudainement à un âge avancé, même si le patient prend le même médicament depuis des années. La marque d'un excellent médecin moderne est celui qui sait quand arrêter de prescrire. Il est facile d'ajouter une pilule, il faut de la sagesse pour en retirer une. C'est ce qu'on appelle la déprescription.
Si vous êtes plus âgé et que vous prenez des médicaments contre la tension artérielle et que vous vous sentez fatigué, étourdi ou instable, ce n'est peut-être pas juste la vieillesse. Il se peut que votre dose soit trop élevée pour votre métabolisme actuel. Nous devons également introduire le concept de fragilité par rapport à la robustesse. Cela n'a rien à voir avec la date sur votre certificat de naissance. Il s'agit de votre réserve biologique. Un octogénaire robuste est quelqu'un qui peut supporter une grippe, une chirurgie ou un changement de médicament et s'en remettre. Un octogénaire fragile est quelqu'un qui marche sur une corde raide. Une petite poussée, comme une dose de médicament légèrement trop élevée, peut le faire basculer complètement. Pour les patients fragiles, les objectifs doivent être assouplis. Les directives changent pour refléter cela. Nous nous éloignons du traitement des chiffres pour nous diriger vers le traitement de la personne. Si un patient a des problèmes cognitifs, des problèmes d'équilibre ou prend 5 autres médicaments, pousser sa tension artérielle jusqu'à 120 n'est pas seulement inutile. C'est une faute professionnelle. Cela ignore la réalité physiologique de sa fragilité. Alors, comment naviguer dans tout cela? Comment trouver l'équilibre entre la protection de nos vaisseaux et le maintien de notre qualité de vie? La première étape consiste à changer la manière dont nous mesurons et interprétons les données. Nous devons reconnaître qu'une mesure unique de la tension artérielle est presque dénuée de sens. C'est un instantané d'une seule seconde dans une journée de 86 400 secondes. La tension artérielle est volatile. Elle fluctue énormément en fonction de vos émotions, de votre stress, de votre digestion et même de votre posture. Si vous vous précipitez dans le cabinet d'un médecin, que vous vous asseyez dans une salle d'attente pendant 1 heure à vous inquiéter, puis qu'une infirmière vous pose précipitamment un brassard sur le bras, cette lecture sera élevée. C'est l'effet blouse blanche. La simple présence d'une autorité médicale provoque une réponse au stress. Baser toute une vie de médication sur ces instantanés stressants est erroné. L'étalon or est de mesurer à la maison dans votre environnement quand vous êtes calme. Mais même là, ne faites pas une obsession d'une seule lecture élevée. Cherchez la moyenne, cherchez la tendance sur plusieurs semaines. De plus, vous devez écouter les signaux que votre corps vous envoie. Votre corps est souvent plus intelligent que la machine. Si vous avez été médicamenté jusqu'à un parfait 120-80, mais que vous vous sentez comme un zombie, si vous n'avez pas d'énergie, si vous vous sentez défaillir quand vous vous levez, si votre pensée est trouble, votre corps vous crie que la pression est trop basse pour vos besoins. Ne rejetez pas ces symptômes comme étant un vieillissement normal. Ce sont des signes avant-coureurs de surtraitement. Une bonne tension artérielle est celle qui protège votre cœur et votre cerveau des dommages à long terme, mais qui vous permet simultanément de tenir fermement sur vos 2 jambes, de réfléchir clairement et de vivre activement. C'est une définition fonctionnelle, pas numérique. Enfin, nous ne pouvons pas parler de tension artérielle sans parler du fondement, le mode de vie. Les pilules peuvent forcer les chiffres à descendre, mais elles ne peuvent pas restaurer l'élasticité du tuyau d'arrosage. Seul le mode de vie peut véritablement soutenir la santé des vaisseaux. Nous parlons des bases, mais elles sont puissantes. L'hydratation est la clé. À mesure que nous vieillissons, notre sensation de soif diminue et nous devenons chroniquement déshydratés, ce qui affecte le volume sanguin et la régulation de la pression. Boire suffisamment d'eau est le médicament le plus simple. Le mouvement n'est pas négociable. Cela ne signifie pas courir un marathon. Cela signifie marcher au grand air. Cela stimule l'oxyde nitrique dans vos vaisseaux sanguins, ce qui les détend naturellement. Et le sommeil, un sommeil profond et réparateur, est le moment où le système cardiovasculaire se réinitialise. En résumé, nous devons nous libérer de la tyrannie du chiffre 120. C'est une directive pour les jeunes, pas une loi stricte pour les sages. Si vous êtes plus âgé, une valeur systolique de 130 ou 140, à condition que votre diastolique ne soit pas trop basse, pourrait être exactement ce dont votre corps a besoin pour pousser le sang jusqu'au penthouse de votre cerveau. Ce pourrait être le tampon dont vous avez besoin pour que vos reins continuent de filtrer et que vos jambes restent stables. Ne vivez pas dans la peur d'un affichage numérique. Si vous vous sentez bien, si votre esprit est vif et si vous êtes stable sur vos pieds, votre corps fait probablement un travail magnifique pour se réguler lui-même. Parlez à votre médecin non seulement des chiffres, mais de la façon dont vous vous sentez. Parce que la meilleure tension artérielle n'est pas celle du manuel scolaire. C'est celle qui vous permet de profiter pleinement de votre vie, en toute sécurité et de manière indépendante. Et si vous vous demandez s'il existe un moyen de rendre ce tuyau d'arrosage rigide juste un petit peu plus souple à nouveau, s'il existe des moyens de retrouver une partie de cette élasticité de jeunesse dans vos artères, c'est exactement ce que nous explorerons ensuite. Il existe des méthodes naturelles, scientifiquement prouvées, pour régénérer votre santé vasculaire, et nous les approfondirons lors de notre prochaine discussion. Pour l'instant, restez en bonne santé, restez attentifs, et faites confiance à la sagesse de votre propre corps.